On attend encore un petit peu avant de commencer que l'un de nos intervenants arrive. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Faudrait que je trouve une petite musique à mettre, musique d'attente. Sinon, on peut essayer de chanter, mais bon. Oui, si tu veux. Moi, il me semble que je pense qu'on pourrait. On Un on petit chant testera ça basque ou plus ouais. oui. Alors, je fais rentrer les gens progressivement. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Nous allons commencer dans quelques minutes. Hop. Nous attendons, Olivier Blandin. Ouais, mais je viens de l'avoir au téléphone, hein, donc il m'a dit qu'il attendait dans la salle. Donc, Ah bon? ouais. Ah, je ne l'ai pas vu attendre dans la salle. Non, je ne le vois pas. Ah, ça y est. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Je m'étais trompé de salle. Bienvenue dans la bonne salle. On a encore quelques participants qui nous rejoignent. Bienvenue à tous. Hop. Nous enregistrons cette intervention pour les personnes qui pourraient vouloir, y revenir. Oui, l'enregistrement a démarré, ouais. Super. Bon, on va peut-être, pouvoir commencer? Mmh. Je ferai rentrer les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Ouais, ouais, ça marche. Ouais, ouais. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui, avec nous. Donc comme vous le savez, le but de ce webinaire, c'est donc de vous présenter l'organisation d'un prochain parcours d'accompagnement collectif de dirigeants et de dirigeantes à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, pour vous donner un contexte rapide, cette économie de la fonctionnalité, de la coopération, ce sujet-là est porté par la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME depuis 3-4 ans, pour justement, qui a vraiment saisi cet enjeu de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération comme un enjeu stratégique, et donc a confié à l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine le soin de développer et de sensibiliser au maximum les acteurs économiques du territoire et d'accompagner aussi les entreprises dans l'évolution de leur modèle économique pour aller vers des modèles économiques plus vertueux, plus pérennes aussi, dans une logique, voilà, de garantir la pérennité et la rentabilité des entreprises, tout en prenant en compte des enjeux sociaux environnementaux. C'est vraiment tout l'enjeu aussi derrière cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, qu'on va assez rapidement réduire à EFC, puisque c'est quand même plus facile.
Et donc voilà, l'enjeu de ce webinaire, voilà, ce sera vraiment de faire une courte introduction, puis je laisserai rapidement la parole à Olivier Blandin, là, qui est avec nous aujourd'hui, du laboratoire de recherche action Athémis, et qui est un des 2 animateurs de ce parcours d'accompagnement. Puis ensuite, on reviendra donc sur la première édition du parcours, qui est toujours en cours et qui se termine bientôt. Et ce sera notamment du coup l'occasion de laisser place au témoignage de Marie-Pierre, qui est avec nous aujourd'hui également, et qui est dirigeante de la SCOP Atelier Lanberry, engagée dans le parcours actuel, et qui pourra vous faire part de son témoignage sur le parcours dans lequel elle est engagée, et dont nous renouvelons donc l'édition à partir de juillet prochain. Voilà. Donc, très rapidement, c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération qu'Olivier Blandin présentera un petit peu plus en profondeur. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer les modèles économiques des entreprises pour que ce modèle aille sorte d'une logique de volume de vente de biens et de services pour aller vers une performance d'usage de ces biens et services, c'est-à-dire la capacité de ces biens et de services à répondre aux besoins réels de l'utilisateur. Et donc, par exemple, plutôt que de vendre des purificateurs d'air, je vends une certaine qualité d'air garantie à mon client. Donc, et ce sujet de l'EFC, qui est développé depuis plusieurs années en France, depuis une vingtaine d'années en France, et qui a vu plusieurs centaines d'entreprises être accompagnées, notamment par Athémis, mais par d'autres acteurs, et se développe donc en Nouvelle-Aquitaine. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est de dire comment on imagine des modèles économiques pour emmener les entreprises dans une transition économique qui puisse les mettre en capacité de prendre en charge des enjeux sociaux, environnementaux, justement en décorrélant les modèles économiques d'une logique de volume, d'accroissement par le volume de vente, etc., etc. Et donc également de renforcer la coopération avec les parties prenantes, que ce soit ses fournisseurs, ses partenaires, mais aussi ses clients et en interne, pour justement aller vers une satisfaction maximale du besoin des clients, avec moins de ressources et plus de services autour, de mobilisation de compétences et de savoir-faire autour pour renforcer la satisfaction de ce besoin. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Olivier Blandin, qui va nous faire voilà, une présentation rapide et imagée de ce que c'est l'EFC et de ce que ça peut apporter à une entreprise aujourd'hui. Donc voilà, Olivier, je garde la main sur le diapo, mais tu m'indiques, tu m'indiques, je ne sais pas, d'un signe ou que veux-tu, pour faire tourner les slides. Voilà. Je bouge mon œil quand ça a besoin de... bonjour à chacune et à chacun. Donc, je vais vous présenter les principaux éléments de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui, vous allez voir, est un référentiel, c'est-à-dire c'est une façon de regarder des dimensions économiques de l'entreprise et en même temps de la mettre en projection pour essayer de l'aider à faire évoluer son modèle économique dans une trajectoire qui lui apparaisse pour le dirigeant et pour l'entreprise plus souhaitable, parce que ça répond aux aspirations du dirigeant et ou parce que ça permet de lever des difficultés que peut avoir l'entreprise et le ou la dirigeante, et en même temps qui essaie de mieux prendre en charge un certain nombre d'enjeux de transition écologique, de transition sociale ou territoriale. Et le premier point sur lequel je voudrais juste insister, c'est que souvent on a une lecture parfois de ce qu'on appelle un modèle économique qui peut être réduit à sa dimension monétaire. Or, nous, on essaie de travailler aussi de prendre en compte des dimensions plus réelles du modèle économique. Et pour aller à l'essentiel, là,
on a l'habitude de caractériser un modèle économique d'entreprise autour de 6 grandes dimensions qui sont la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, ce que je fais, quelle est mon offre, quelle est son utilité, etc., etc., à quel type de besoin ça répond. Donc ça, c'est la dimension réelle. Quel type de ressources je mobilise pour produire cette offre de biens ou de services. Alors, on a l'habitude d'avoir les ressources matérielles, mais les dynamiques économiques reposent aussi, et même de manière de plus en plus principale, sur des ressources immatérielles. Donc ça, c'est la manière dont on mobilise les ressources immatérielles et matérielles. Comment on est organisé, comment on organise cette production pour pouvoir tenir cette offre? Alors là, il y a des enjeux d'organisation du travail, mais il y a aussi ce que l'on fait en interne et ce que l'on partage avec des partenaires. Donc ça, c'est le périmètre de l'organisation. Il y a une autre dimension du modèle économique, c'est le mode de construction du revenu. Donc, quelles sont les dynamiques de contractualisation, alors soit avec des partenaires, soit avec les clients. Donc, comment on contractualise pour être en phase avec cette proposition de valeur, cette offre. Comment se constitue la dynamique d'accumulation de la valeur monétaire et de sa répartition? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme être des investissements? Comment on dégage les moyens pour soutenir ces investissements? Alors, dans les trajectoires, il y a à la fois des enjeux d'investissement matériel, mais aussi des enjeux d'investissement plus immatériel, qui renvoient aux ressources immatérielles. Donc ça, c'est une autre dimension du modèle économique. Et puis, dernière dimension d'un modèle économique, c'est la gouvernance. Pour aller vite ici, c'est comment se construisent les décisions, qui participe à la prise de décision, à partir de quelle orientation on tient des décisions. Bon, tout ça, c'est des enjeux de gouvernance. Donc, vous voyez, un modèle économique, c'est plus que la dimension monétaire. Ça articule, alors on pourrait décomposer un peu différemment, donc on n'aurait pas exactement ces six portions de rond là, on peut les reprendre un peu différemment, mais en tout cas, nous, on retient là six dynamiques, six registres. Et ce qui est important ici à retenir, c'est que ces registres, dans une dynamique économique d'une entreprise, elles ont une certaine forme de singularité et elles sont articulées les unes aux autres. Et selon la pertinence de chacune des composantes et de leur articulation, ça va dessiner une trajectoire de développement qui va être plus ou moins facilitée, plus ou moins dynamique. Ou parfois, à l'inverse, l'articulation de le contenu et l'articulation de ces différents domaines peuvent mettre l'entreprise dans une situation de plus grande difficulté. Donc, lorsqu'on accompagne des trajectoires autour des modèles économiques d'entreprise, ce qu'on va chercher, c'est à mettre au travail tout ou partie de ces dimensions du modèle économique, mais en sachant que deux choses, c'est qu'on ne peut pas changer de modèle économique du jour au lendemain. On ne peut pas faire table rase et dire aujourd'hui je suis comme ça, demain je vais être complètement différemment. Donc il faut prévoir des modes de transition, de trajectoire. C'est pour ça qu'on appelle ça des trajectoires par étapes. On ne peut pas tout changer d'un seul coup, ça ne marche pas. Et le deuxième élément, c'est que en réalité, on s'appuie moins sur ce qu'il faudrait faire que ce qui est déjà là et qui offre des potentiels. Donc on ne cherche pas à inventer dans les accompagnements d'entreprises et de dirigeants, on ne cherche pas à inventer des choses qui seraient très très intéressantes mais irréalisables, mais de tenir à la fois ce qui serait souhaitable de mettre en mouvement et de partir du déjà là, parce que c'est sur la base du déjà là qu'on arrive à engager ces trajectoires et ces accompagnements dans le développement d'entreprise. L'EFC, je vais changer de slide. L'EFC, il a une visée d'une certaine manière. On cherche à accompagner les trajectoires de développement des entreprises à partir d'une certaine visée. Le parti pris qui est posé, si vous voulez, c'est que si on veut répondre à des enjeux de transition et si on veut soutenir le développement des entreprises, de soutenir son développement, la pérennité de l'entreprise et son développement, il faut faire bouger des dimensions du modèle économique. Et notamment, il faut essayer, autant que faire se peut, de tenir trois grands enjeux. Alors après, dans les trajectoires réelles, on est plus ou moins en capacité de les tenir, mais ça donne un peu une boussole de ce qu'on cherche à faire.
La première qu'a indiqué Sébastien, c'est de rompre avec la logique de volume. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons, plus on produit de biens, plus on épuise la planète. Donc il y a ici d'essayer de trouver une manière pour l'entreprise de maintenir un développement, une certaine rentabilité raisonnée, en essayant d'éviter de produire toujours plus, parce que si tout le monde produit plus, ça a un impact que vous connaissez sur la planète qui, elle, est un environnement assez fini sur plein de dimensions. Et puis aussi, cette logique de volume, c'est que si on est dans des secteurs d'activité qui ont une certaine maturité, c'est-à-dire où il y a un développement qui est faible, parce qu'il y a une certaine saturation de la demande et de la présence d'une offre, si chacun cherche à faire plus dans un volume qui ne grossit pas, eh bien, ça veut dire qu'on a une concurrence exacerbée. Et donc, les entreprises se trouvent parfois en difficulté parce qu'elles sont sur des secteurs dits saturés, c'est comme ça qu'on dit en économie, et qui vient tendre les dimensions de la concurrence. Et souvent, la traduction de ça, c'est des difficultés à tenir les marges. On peut être très challengé sur les prix, qui vont poser après des problèmes de rentabilité, de manière de tenir cette baisse tendancielle des prix dans des secteurs extrêmement concurrentiels. Ça, c'est un des premières visées. Deuxième visée, c'est d'essayer d'intégrer dans son modèle économique la prise en charge, autant que faire se peut, d'enjeux. En économie, on appelle ça des externalités environnementales, sociales ou territoriales. C'est-à-dire ici, comment on arrive à mieux intégrer des enjeux je sais pas, sur des enjeux écologiques, sur des enjeux du travail, sur tout un tas d'enjeux, comment on arrive à les internaliser dans le modèle. Et troisième grande orientation qu'on essaie de tenir, c'est comment on essaie de sortir, de faire des pas de côté par rapport à des logiques de concurrence et un peu exacerbées, de donneurs d'ordre, de relations de prestataires, de chaînes de valeur, etc., en essayant de développer plus de coopération, c'est-à-dire des relations durables, des relations qui visent une temporalité plus longue, qui vise la durée, parce que cette durée, elle permet de soutenir à la fois le développement de l'entreprise, l'engagement des personnes, de retrouver un tout petit peu de moyen terme, alors que beaucoup d'entreprises sont dans des situations de très court-termistes de leur carnet de commandes, etc., etc. Donc c'est un peu les grandes orientations qu'on essaie de tenir à travers le FC. Tout ça menant, en fin de compte, à réinterroger la notion de valeur, le périmètre de la valeur. Et le parti pris qui est le nôtre, c'est de dire le prix des choses n'indique pas la valeur des choses. Le prix n'étant que l'expression monétaire de la valeur, mais l'utilité de ce que l'on fait, la manière dont on participe à une dynamique du territoire, la manière à en prendre en charge des enjeux environnementaux, etc., c'est bien aussi des composantes dans la valeur, même si elles n'arrivent pas à être toujours visibles à travers le prix. Donc, ce qu'on cherche à faire, ça aurait été à réinterroger le périmètre de la valeur. Je vais illustrer ça sur des dimensions qu'on met au travail. Donc, je vais essayer d'être précis, court, en vous illustrant ça par quelques exemples. Et nous verrons à la fin qu'il y a d'autres dimensions que je n'ai pas présentées, mais qui sont mises en travail dans le parcours des dirigeants. La première dimension qu'on essaie de mettre au travail, c'est de réinterroger ce que fait l'entreprise, son offre, l'offre de biens ou de services qu'elle propose, et de dire, mais à travers votre offre, en fin de compte, qu'est-ce que ça produit comme effet utile? Qu'est-ce que ça amène comme utilité, comme valeur ajoutée pour vos bénéficiaires de cette offre, vos clients, les bénéficiaires? Comment il y a déjà des externalités qui sont prises en charge, plus ou moins, ou qu'on pourrait mieux prendre en charge? Et d'une certaine manière, on vient réinterroger à quoi sert mon offre, qu'est-ce que ça génère comme effet, pour qui, etc. Donc il y a tout un travail autour de l'offre existante. Et je vous donne un exemple. On accompagnait une entreprise de moyenne taille qui fabrique qui conçoit, fabrique et vend des fly cases qui sont des boîtes un peu sophistiquées pour transporter de manière sécurisée des instruments de musique ou des appareils de musique divers et variés.
de sonorisation, etc., etc. Et quand on interroge l'entreprise, elle dit, en fin de compte, nous, en faisant ça, en fabriquant des fly cases que l'on vend, hein, des boîtes, si vous voulez, en réalité, selon la conception de fly case, je vais aider à l'installation. Ça va être plus ou moins facile de l'installer. Ça va être plus ou moins rapide, plus ou moins lourd, plus ou moins pratique pour l'installer ou le désinstaller. Et d'ailleurs, ce que m'achètent les personnes, c'est pas seulement un fly case, c'est les conditions d'installation d'une sonorisation sur une scène pour un concert. Et donc, ce que je produis comme effet utile, selon la conception de mon fly case, c'est comment ça facilite l'installation. Et comment aussi j'améliore les conditions de travail des utilisateurs. Et il y a beaucoup aujourd'hui, si vous voulez, il y a de moins en moins de monde qui installe les équipements. Là où il y avait 10 personnes, il n'y en a plus que 3. Et donc, porter des charges lourdes, aller très vite dans des temps contraints, avec des câbles partout, etc., eh bien, ça facilite les conditions de travail selon la nature de la conception de la boîte. Mais ça peut aussi faciliter la gestion des stocks. Parce que lorsque les différents prestataires qui ont apporté du matériel de sonorisation, souvent, dans beaucoup de concerts, en réalité, il y a plusieurs prestataires, et puis il y a des personnes qui sont parfois des intérimaires, enfin des personnes sur des contrats courts, mais qui ne sont pas les employés des prestataires de sonorisation. Ils ont à démonter et à ranger les caisses. Eh bien, la manière dont on va mettre des couleurs, des machins, ça facilite que le bon matériel aille dans la bonne caisse, qu'on regroupe les bonnes caisses au bon endroit, et que du coup, par des systèmes de tracing, etc., on arrive à aider les prestataires de sonorisation à gérer leur stock de matériel. Donc vous voyez, le fait de fabriquer participe déjà à un ensemble d'effets utiles, et c'est pour ça, d'une certaine manière, que les clients achètent ce type de prestations. Ils n'achètent pas seulement la caisse, ils achètent parce que ça sert à tout un tas de trucs. J'ai illustré ça comme ça, on pourrait donner d'autres exemples. Je te laisse continuer. Alors du coup, lorsqu'on s'intéresse à ces effets utiles, on peut essayer de voir, mais si ça amène des effets utiles, à ce moment-là, quelles vont être les activités? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'on pourrait faire un peu différemment, un peu plus, et de rendre plus visible, de révéler et de tenir ces dimensions-là pour permettre de répondre, comme j'ai indiqué tout à l'heure, par exemple, de passer de vente de fly case à tous les effets utiles que j'ai indiqués. Et ça veut dire qu'on va associer à la vente du produit ou du service, on va associer d'autres activités qui, imbriquées les unes dans les autres, vont amener ce qu'on appelle une solution intégrée. C'est-à-dire, alors des fois, dans les parcours, en réalité, ces solutions intégrées, elles sont déjà présentes, il faut mieux les révéler et parfois les renforcer. Non, il faut laisser, pardon Sébastien, il faut que tu recules. Non, c'est l'autre, encore, voilà, c'est bien. Et parfois, il faut vraiment inventer de nouveaux dispositifs qui n'existent pas. Et ça, c'est de passer de l'offre à des dynamiques de solutions intégrées. Par exemple, je vous donne un autre exemple, tout ça, ce sont des exemples d'entreprises qui ont été accompagnées. Hein. Je vends des monte-escaliers pour des personnes âgées qui ont besoin d'accéder, qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent pas accéder à l'étage. Mais en réalité, ce que j'aurais et ce que j'ai envie de tenir dans ma nouvelle proposition de valeur va être plutôt de proposer en même temps une analyse assez fine de l'habitat et une manière d'adapter le monte-escalier, mais d'autres éléments dans l'habitat, pour accompagner dans la durée, anticiper et accompagner dans la durée l'évolution de la perte d'autonomie. Et alors là, ça appelle des compétences complémentaires. Par exemple, cette entreprise, elle va travailler avec des ergothérapeutes, elle va travailler avec des aménageurs de salles de bain, elle va travailler avec d'autres compétences, soit qu'elle internalise dans son entreprise, soit par des partenaires avec des relations durables, pour amener à apporter une solution plus pertinente au regard des besoins des personnes qui ne sont pas à avoir un monte-escalier, mais aussi de vivre dans une évolution des pertes d'autonomie, dans un aménagement de leur habitation. Et donc, c'est le deuxième élément sur lequel on travaille beaucoup. Troisième élément, c'est que en faisant ça, on essaie bien sûr de faire évoluer le mode de contractualisation et sortir de la logique où, ce que je vous indiquais tout à l'heure, on vendrait un prix et une qualité, un objet ou un service avec des dimensions qualitatives, pour essayer de comprendre comment c'est pas
le prix que l'on vend, mais un objet avec un prix ou un service avec un prix, mais ce qu'on essaie de tenir, c'est une performance d'usage. C'est-à-dire ce qu'on essaie de tenir, c'est, par exemple, la capacité à accompagner les utilisateurs de ce flycase dans les différentes dimensions que j'ai indiquées, ou la capacité, dans l'exemple du monte-escalier, à accompagner le vieillissement des personnes et le fait de pouvoir vivre dans l'intégralité de la maison et de sortir de chez eux. Et donc, on va essayer de contractualiser sur une... Tu vas un tout petit peu trop vite. Sur une... Je ne vais pas assez vite, alors. Non, mon clavier est très sensible, pardon. Est-ce qu'on appelle sur une performance d'usage. Et donc, de déplacer la compréhension qu'ont les clients de la valeur et de la manière de contractualiser cette valeur. Notre jargon, c'est la performance d'usage. Par exemple, on accompagne une entreprise assez grosse qui conçoit, vend des produits pour des traitements d'eau en circuit fermé. Et en réalité, selon le type de, enfin, le produit qu'ils utilisent dans des circuits d'eau fermés industriels, vous savez que les circuits d'eau fermés, l'eau, quand il est fermé et qu'il circule dans des situations industrielles, pose tout un tas de problèmes. Il crée de la corrosion, il crée tout un tas de phénomènes qu'il faut contrôler parce que sinon ça abîme les installations. Et selon le type de produit que l'on utilise, ça aide à améliorer le fonctionnement de l'installation. Et en réalité, l'entreprise aujourd'hui, elle ne vend plus un prix au kilo. Elle était challengée sur du prix au kilo. D'ailleurs, les acheteurs, parfois, ne s'intéressaient pas vraiment au nombre de kilos utilisés, mais s'intéressaient au prix. Ce qu'elle vend aujourd'hui, c'est de dire, oui, mais à travers l'usage de nos produits, selon la manière dont vous les utilisez, les dosages, etc., qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'économiser de l'eau, ça permet d'économiser de l'énergie, ça permet de prévoir un certain nombre de pannes, ça permet d'augmenter la durée de certaines, je sais pas, de robinets ou des trucs comme ça sur de l'entartrage ou d'autres phénomènes. Et donc, on va essayer de comprendre quels vont être les bénéfices, y compris monétaires, que vous pouvez avoir. Et donc, ce qu'on vend, c'est plus du prix au kilo, c'est des solutions intégrées qui vous permettent de tenir un certain nombre d'enjeux sur lesquels on va être capable de contractualiser. Et ça veut dire que parfois, ça nécessite, notamment cette entreprise, ça nécessite de sortir d'une simple relation avec le donneur d'ordre et avec l'acheteur, pardonnez-moi, et puis d'intégrer d'autres composantes internes de son client pour essayer de déterminer, nous, on a des enjeux de maintenance industrielle, on est dans une situation où il y a du stress hydraulique, donc on a des enjeux d'eau, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'il faut que vous nous aidiez à tenir. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est qu'ici, il n'y a pas de commune mesure entre le montant que les entreprises achètent et les effets que ça a pour les entreprises. Et donc, d'une certaine manière, avec un certain nombre de clients, ils ne discutent plus du tout du prix. Ce qu'ils discutent, c'est comment on essaie ensemble de tenir dans la durée un certain nombre d'enjeux qui sont essentiels pour leurs clients. Ça, c'est notre... Et puis, lorsqu'on... Olivier, Oui. Est-ce que je peux poser une question justement sur ce fameux prix? Tu dis que donc ce qui est vendu n'est plus le prix au kilo, mais alors comment on formule différemment cette notion de prix quand on est dans cette entreprise qui... Alors, voilà, alors ici, il y a différentes façons, là j'ai illustré, il y a différentes façons de traduire ça dans la dimension monétaire. Dans le cas de cette entreprise, ils essaient avec leurs clients de définir le type d'effet utile qu'il est important de tenir, par exemple des enjeux d'économie d'énergie, des enjeux d'eau, des enjeux de maintenance industrielle, sur différents paramètres. Avec l'entreprise, ils travaillent sur qu'est-ce que ça pourrait amener comme gain. Je ne sais pas, on va réduire de 30% l'eau, on va faire de 20% l'énergie, voilà ça. Et puis, à certains moments, sur certains objets, ils vont dire, là, on est capable d'en donner une valeur. Par exemple, l'économie d'eau, on dit, voilà, on est capable d'économiser, enfin, on va être capable d'économiser 20% d'eau. Le prix de l'eau, on le connaît, donc ça crée une valeur. Pour d'autres, nous, on trouve que cet enjeu-là, on n'est pas capable de le traduire monétairement, mais on pense que ça vaut 10 000. Je dis n'importe quoi, ça vaut une certaine valeur. Tout ça, ça donne une enveloppe.
Et à ce moment-là, dans ce modèle-là, ils vont partager des gains de performance. Dans d'autres situations, parce que la performance d'usage, elle a plusieurs façons de se traduire. Dans d'autres situations, par exemple, on accompagne une entreprise donc qui sont une ingénierie, comme ça, un bureau d'études d'ingénieurs qui conçoivent des bâtiments et accompagnent la construction des bâtiments. Ils mettent en place une autre façon de travailler à la conduite des chantiers pour améliorer la tenue des délais, la tenue des coûts de construction et la tenue de la qualité. Donc une autre façon de piloter l'ensemble des intervenants dans les chantiers. Ici, ça leur apporte à eux de tels gains de productivité qu'ils le financent comme ça. Et pour leurs clients, qui sont les maîtres d'ouvrage, ça leur permet de garantir des enjeux de qualité et de montant final du coût de la construction. Et à ce moment-là, pour cette entreprise qui s'appelle Ceru Ingénierie, ça leur donne un avantage concurrentiel très important. Et donc, du coup, ils sont plus facilement mobilisés sur des projets. Et eux, Ceru, ça leur permet de choisir leurs projets. Et en choisissant leurs projets, ils redégagent des dépenses en moins commerciales, des gains de productivité. Donc, cette manière de valoriser la performance d'usage, elle peut avoir plusieurs façons de le faire. Là, je l'ai présenté sous un modèle. Il y a une multitude de modèles. Enfin, il y en a plusieurs. Merci. Dernier élément, et je finirai là-dessus de ma présentation pour ne pas être trop long. Tout ça, ça amène à essayer de développer des relations durables dans des dynamiques d'engagement réciproque avec les parties prenantes. Que ce soit des partenaires avec qui on bâtit cette solution intégrée et on la tient, ou que ce soit avec un certain nombre de clients, pas dire tous, mais un certain nombre. Et donc de développer des dynamiques de coopération. Par exemple, on a une entreprise qu'on accompagne, enfin qui a été accompagnée, qui vend des polices d'assurance. Bon, elle a évolué, elle vendait des polices d'assurance pour des professionnels, et puis elle a évolué aujourd'hui sur des offres habitat, assurance habitat. Et elle a évolué dans sa proposition de valeur parce que pour prendre en charge les sinistres, pour éviter d'abaisser le reste à charge des assurés et leur permettre un remplacement plus rapide du matériel et en même temps d'impliquer les clients dans des enjeux écologiques, elle propose, pour ceux qui le veulent, bien entendu, la possibilité d'un remplacement du matériel à l'identique par des biens reconditionnés, sans rejouer la valeur comment ça, vous savez, le fait que avec l'âge, le prix que l'on donne, que l'assurance donne va baisser parce que l'appareil est devenu obsolète, il a vieilli, etc. Donc là, ils sortent de cette logique-là. Ils disent, voilà, votre appareil, il vaut je sais pas, 5 000 € ou 3 000 €. Et ben nous, on va pas calculer l'obsolescence de ça. On va essayer de vous trouver un appareil équivalent et souvent de meilleure génération, s'il a vieilli, en reprenant du conditionné. Et cette entreprise développe des relations partenariales avec des prestataires qui sont capables de récupérer des équipements, des biens d'équipement, de les reconditionner, d'aller les installer, parce que bien sûr, comme elle couvre toute la France, donc elle a développé des relations partenariales pour enrichir sa dynamique de solutions intégrées. Donc voilà un petit peu une illustration de ce qu'on met en dynamique dans des parcours et des accompagnements de trajectoire. Et je finis sur mon dernier slide. Ça amène à mettre en mouvement différentes dimensions que j'illustre. Et là, vous voyez, on a indiqué des petits traits, parce qu'il y a plusieurs chemins possibles. Il y a plusieurs portes d'entrée selon la réalité et ce que souhaite mettre en travail le dirigeant ou la dirigeante. On réinterroge le périmètre de la valeur, on essaie d'enrichir la solution intégrée, on essaie de voir comment ça contribue à ce qu'on appelle une sphère fonctionnelle, c'est-à-dire à des enjeux
qui sont par exemple plus la mobilité mais le transport, plus le monte-escalier mais le bien vieillir, bon, etc., etc. On essaie de voir comment on évolue son mode de contractuation, comment on développe des coopérations, comment on consolide son écosystème, quelles sont les ressources qu'on va mobiliser, comment on adapte son organisation. Et donc on va cheminer à travers des concepts plus opératoires, hein, effets utiles, externalités, ressources immatérielles, coopération, enfin, un ensemble de concepts, pour faire dessiner une perspective de trajectoire à l'entreprise et puis définir les premiers pas opérationnels pour avancer dans la stratégie et le mouvement que cherche à mettre en œuvre le dirigeant ou la dirigeante d'entreprise. Et les parcours servent à mettre au travail un ensemble de dimensions pour accompagner à la fois la réflexion du dirigeant et les dimensions plus opérationnelles. Merci beaucoup, Olivier. Donc ouais, voilà, merci beaucoup pour cette introduction, cette première approche de ce que peut être l'économie à fonctionnalité de la coopération. Alors, je précise quand même à ce stade que l'EFC, on cherche vraiment à répondre par l'EFC à des limites extrêmement concrètes, que ce soit à l'échelle d'un territoire, d'une région et surtout même des entreprises. Et que, en fait, on voit de plus en plus des entreprises confrontées à des limites très concrètes de saturation des marchés, comme Olivier évoquait, de pression de plus en plus importante sur les marges, justement parce que on associe le modèle économique uniquement à une gestion, à une approche par le prix, d'approvisionnement également avec euh, toutes d'approvisionnement avec toutes les logiques d'inflation et également de géopolitique qui engendrent justement ces problèmes d'approvisionnement, des questions aussi de sens au travail, et aussi évidemment les limites environnementales qui sont de plus en plus prégnantes et à des niveaux différents. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on essaie de répondre par l'EFC. Et c'est notamment pour ça que la région s'est vraiment mis en marche sur ce sujet, puisque le but, c'est vraiment tout autant à la fois d'un côté d'enclencher une véritable économie circulaire à l'échelle du territoire. Et donc, effectivement, ça implique effectivement de mettre en marche tout un plan de démarches comme l'éco-conception, les remplois, le recyclage, mais aussi d'agir sur les modèles économiques des entreprises pour qu'ils sortent de cette fameuse logique de volume. Il y a une autre entreprise qui avait été accompagnée par Atemis, qui fabriquait des emballages isothermes, principalement à destination des labos pharmaceutiques, mais aussi sur les produits alimentaires, et qui avait été missionnée pour améliorer la gestion de la chaîne du froid lors de l'approvisionnement en produits alimentaires de l'île Dieu en Vendée, donc qui est juste une île toute proche du littoral. Et donc, cette entreprise-là, qui était entreprise industrielle fabricante d'emballages isothermes, a imaginé toute une offre Très pour juste... technologique, hein, des emballages extrêmement technologiques. Hein. Oui, et qui a imaginé toute une offre justement de conseils, de formation des équipes autour, et en fait pour améliorer cette question de la chaîne du froid sans forcément passer par le fait de vendre un produit. Et donc elle est devenue experte de chaîne du froid. Et dans ce cas de l'Île-Dieu que je trouve extrêmement parlant, elle a réussi en 1 an et demi à réduire les risques de rupture de la chaîne du froid sur toute cette chaîne d'approvisionnement de 80%, alors qu'elle n'avait encore pas vendu un seul emballage, simplement par l'identification des failles, des problèmes de pratique des différentes personnes et des différentes entreprises sur la chaîne. Et donc simplement aussi par de l'identification de ces failles, par de la réponse, par de la formation, du conseil, etc., etc. Et donc là, on est vraiment dans une logique de dire, bah, en fait, le besoin du client, c'est pas d'avoir des boîtes et des emballages, mais bien justement d'avoir une minimisation des risques sur sa chaîne du froid. Bref.
Donc, donc effectivement, c'est pourquoi la région s'est dotée de cette feuille de route régionale destinée à sensibiliser et accompagner les acteurs économiques sur ces sujets-là. Et dans le cadre de cette feuille de route pilotée par l'ADEME et la région, on a lancé il y a un an un premier parcours d'accompagnement collectif à l'EFC et qui a regroupé, comme vous le voyez, 10 dirigeants venant de toute la région Nouvelle-Aquitaine, avec des entreprises de taille assez diverses et venant tout autant de l'économie conventionnelle que de l'ESS. Et donc ce parcours-là, qui est en phase de se terminer, il ne reste plus que 3 sessions à organiser, a vraiment le but, c'était vraiment d'accompagner ces 10 dirigeants dans l'identification de leurs propositions de valeur, de concrètement en quoi mes biens et services sont utiles à mes clients, et comment ensuite je peux imaginer un modèle économique et une manière de coopérer avec mes parties prenantes basée justement sur ces effets utiles identifiés, sur cette proposition de valeur à repenser. Et on a la chance d'avoir avec nous Marie-Pierre, qui donc était engagée dans ce parcours en tant que dirigeante de la structure Atelier Lanberry, et donc qui est engagée dans ce parcours et à qui je voulais poser quelques petites questions aujourd'hui pour justement illustrer ce parcours qu'on reconduit à partir de juillet. Donc je vais arrêter de partager mon écran, ce sera quand même mieux de voir les visages. Et donc oui, donc pour présenter très rapidement ta structure, donc l'atelier Lanberry, c'est une structure de Bayonne dédiée à l'aide à la création et à la reprise d'entreprises et qui a été créée en 1996, qui a un statut de scope et qui accompagne grosso modo aujourd'hui une centaine de projets chaque année. Tu m'arrêtes Marie-Pierre si je me trompe, mais enfin voilà. Et donc pour revenir rapidement, est-ce que tu peux nous revenir sur les motivations qui t'ont poussé à rejoindre le parcours l'année dernière? Et est-ce que c'était des limites auxquelles tu étais confronté? Et donc, si c'était des limites, quelles limites elles étaient? Et donc, voilà, quelles étaient tes motivations à l'origine? Nous avons grandi, on est passé de 4 à 7 assez vite, là, ces derniers temps. Et on avait une question prégnante qui était celle de l'essentiel de nos clients, c'est des institutionnels aujourd'hui, puisqu'on répond, l'essentiel de notre travail, c'est quand même, ça passe, on est des prestataires de services à l'appui à l'entrepreneuriat, mais au travers d'appels à projets et d'appels d'offres publics. Donc, une des questions prégnantes pour pérenniser notre activité dans le temps, c'était d'essayer de trouver aussi d'autres moyens de développer notre activité, mais au travers d'actions directes, de formations directes, et d'essayer d'équilibrer, parce que là, on doit être toujours à 80% de notre chiffre d'affaires qui fait l'objet d'appels d'offres publics et 20% de prestations directes avec le privé, et d'essayer de rééquilibrer ça dans un premier temps. Et nous qui avions aussi... on travaille beaucoup sur notre scope travaille depuis longtemps, je dirais depuis une bonne quinzaine d'années, sur des modalités de... Alors, on ne savait pas bien si c'était partenariat, si c'était collaboration, si c'était coopération. Et ça aussi, c'était une des questions qui nous a fait rentrer dans le dispositif. C'est quoi la différence entre tout ça? À quel moment on est partenaire, à quel moment on est collaborateur et à quel moment on coopère avec d'autres structures, des clients, des fournisseurs, d'autres structures qui sont dans notre environnement professionnel, sachant qu'on est aussi dans un environnement extrêmement concurrentiel. Et que la crise Covid aidant, nous avons eu aussi, puisque nous, on est à l'extrême sud de la Nouvelle-Aquitaine, donc on est sur Bayonne, mais on interagit sur l'ensemble
du Pays Basque Nord ou du Pays Basque français. On a aussi une activité transfrontalière importante sur les actions transfrontalières avec l'Espagne et le Pays Basque Sud. Et on va à Sudland et on va un tout petit peu dans les Hautes-Pyrénées pour voir un peu quelle est notre zone d'intervention. Mais depuis la crise Covid, des structures, notamment sur ce créneau et cette niche qui est l'accompagnement à la création d'entreprises, sont venues s'installer sur des régions plus sympathiques à vivre que sont le Pays Basque. Donc la concurrence s'est accrue. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles, enfin ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles on est rentré sur le dispositif EFC, pour nous aider, nous appuyer un peu dans la réflexion de comment on fait, nous, structure petite, puisqu'on est 7 salariés, pour essayer d'émerger, de pérenniser notre structure dans ce monde de plus en plus concurrentiel. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire peut-être des avancées concrètes que t'ont permis en partie l'engagement dans ce parcours, notamment peut-être la convention avec 2 autres structures du Pays Basque qui vous ont permis de développer une solution en fait intégrée. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, sur la réflexion que nous menons, le fait, nous n'a pas envie de devenir une boîte de 200 salariés, c'est très clair là-dessus. On est une structure qui grâce à l'accompagnement et à l'appui de l'EFC, on a permis de conscientiser quand même certaines pratiques que nous avions, dont nous n'avions pas forcément tout à fait conscience, et qu'en plus on ne valorisait pas du tout dans nos présentations et dans nos prix. Ça a été jusque-là. Et que comment on peut faire que ça se soit mieux valorisé, notre parti pris territorial, parce que dans toutes nos formations, on a un parti pris territorial. On envoie quand même aux entrepreneurs que entreprendre, on n'entreprend jamais seul, qu'on entreprend sur un territoire, qu'on entreprend aussi en ayant conscience de ce que génère notre manière d'entreprendre, parce que ça, c'était déjà intégré dans nos manières de faire, mais sans en valoriser vraiment les teneurs. Donc ça a déjà été un premier appui. Et du coup aussi, en étant, nous, mieux conscients de ce qu'on faisait, et de le valoriser de manière beaucoup plus concrète et factuelle, ça nous a permis de concrétiser des partenariats et d'identifier d'autres structures qui partageaient ce type de valeurs et d'aller jusqu'à conventionner et créer une première phase d'une fédération d'entreprises. Alors nous, on est une SCOP, il y a une association et là, on a d'autres entreprises qui souhaitent rentrer dans la fédération pour avoir effectivement une offre plus globalisée, en tout cas autour de ce qu'est la réalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui et du développement d'entreprise sur notre territoire qui est un petit territoire. Voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. Non, bien sûr. Et ouais, bah là, effectivement, si ce que tu dis me permet en fait de préciser aussi quelque chose, c'est que nous, on n'a pas du tout cette vocation dans ce parcours et dans notre dynamique EFC en Nouvelle-Aquitaine, d'aller dire aux entreprises, vous avez rien compris et on va tout vous aider pour tout transformer. Il y a vraiment un enjeu d'aller. On est très conscient qu'il y a énormément de structures qui mobilisent quelques briques ou peut-être toutes les briques de l'EFC sans le savoir. Et justement, l'aider aussi, comme tu le dis, à conscientiser, à mettre des mots dessus et à comment on peut valoriser ça et comment on peut révéler. Et ça rejoint notamment ce qu'Olivier disait sur l'importance de partir du déjà là, en fait. Et un exemple tout à fait concret, par exemple, c'est que dans nos formations à l'entrepreneuriat, on avait cette espèce d'obsession qu'on a toujours, c'est la sécurisation des parcours des personnes qui passent entre nos mains. Parce qu'on sait que de passer d'une posture de salarié à entrepreneur, il y a quand même un certain nombre de risques. Et qu'on sait aussi que sur 10 entreprises qui vont être créées demain, dans 3 ans, il n'y en aura plus que 5 de vivantes. Parce que c'est des chiffres. Donc, nous, l'idée aussi, c'est que on ne crée pas son entreprise pour créer son entreprise. Et ça nous a aidé à passer ce cap et à faire entendre aussi à nos donneurs d'ordre
que le fait que dans nos accompagnements à la création d'entreprise, si un porteur ou une porteuse de projet, à un moment donné, ne va pas jusqu'au bout et ne va pas s'immatriculer, ce n'est pas une sortie négative. C'est qu'on a réussi à vérifier ensemble que c'était possible ou que ce n'était pas possible, et que si ce n'est pas possible, eh bien, à vérifier vers quelle autre situation on peut évoluer, une formation professionnelle, une autre recherche d'emploi, etc. Mais Oui. que l'objectif dans nos parcours, ce n'est pas forcément l'immatriculation à tout prix. Et que Ouais, non, bien sûr. l'immatriculation à tout prix, ça peut générer des situations personnelles très dégradées. Et Ouais. travailler avec nos donneurs d'ordre là-dessus et en leur faisant comprendre que c'est bien dans une globalité et ça, le valoriser, et du coup, ça a pour le territoire proche un impact Ouais, c'est positif sûr. et une Mm. manière de voir les choses un tout petit peu différente. Ouais, on comprend bien en fait que la valeur de ta structure, c'est justement pas de créer un X entreprises par an, Non, mais in fine, on sert à un enjeu plus large de contribuer à un développement durable et cohérent oui, économique du territoire, quoi. Voilà. exactement. Donc, très rapidement, si tu pouvais, est-ce que tu recommanderais ce parcours à quelqu'un, à une entreprise, et pourquoi? Et comme ça, après, moi, je reboucle sur la présentation in fine des modalités pratiques de ce parcours. Euh, Une des choses qui m'a particulièrement, j'allais dire, interpellée positivement, c'est la manière dont le montage j'appellerais ça presque une formation-action, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvé collectivement, alors le fait qu'on se retrouve collectivement avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres dirigeants, dirigeantes, bon, mais ça, moi, vous n'aviez pas besoin de me persuader, ça j'en étais déjà sûre avant, puisque c'est des choses que nous pratiquons en interne, hein, dans nos formations. C'est déjà extrêmement important. Et surtout, c'est qu'à chaque fois qu'on a un regroupement, on ressort de la journée avec une méthode, avec un enjeu précis, avec un objectif précis et avec des choses précises à mettre en œuvre. Ce qui fait que c'est extrêmement concret et ça permet à l'intérieur de nos structures tout de suite de tester des choses, de vérifier. Nous, par exemple, on est en train de travailler, on est 7 salariés, 4 coopérateurs, puisque dans une scope, il y a des coopérateurs, coopératrices, donc qui sont dirigeants. Et l'idée aujourd'hui que l'on a au sortir de l'EFC, c'est comment on va intégrer les 3 autres salariés dans une vraie implication de gouvernance et qu'on en est à se dire, oui, on est 2 co-gérants, ouais, ben, peut-être, mais est-ce que c'est ça l'important? Et de vérifier comment en interne, on va retravailler la prise de décision globale et des choix hyper importants dans nos activités. Et le fait de participer à EFC, moi, à chaque fois que je suis rentrée, eh ben, j'ai réussi avec tous les salariés de la structure. On avait une petite réunion alors, ça nous a demandé un travail, mais c'était hyper constructif. Une petite réunion et je leur passais ce que j'avais vécu et comme je l'avais vécu et comment on allait pouvoir mettre ça concrètement en place dans notre structure. Et du coup, ça fait avancer des choses sur la coécriture d'action, sur la manière dont on allait développer des modalités de décision collective sans que ça prenne 2 mois pour prendre une décision, de manière très concrète, de mettre en place des méthodos. Donc, ce dont je suis à peu près sûre, c'est que je n'ai pas du tout perdu mon temps. Et je pense que j'en ai gagné alors moi qui suis en fin de carrière professionnelle et aussi dans un moment où j'ai envie de transmettre plein de choses, de mettre en place aussi des outils et des moments de transmission parce que c'est hyper important de pouvoir transmettre des choses de manière concrète et que ça puisse être intégré et que les salariés, enfin les personnes, hein, on dit les salariés, mais en tout cas les personnes avec lesquelles je travaille, puissent s'approprier aussi un maximum de choses, de ce qu'on a vécu dans l'EFC pour que ça perdure et que ça puisse se développer dans l'entreprise. Donc pour nous, ça a été hyper positif. Super.
Bon, ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Aline, tu avais quelque chose à... Oui, non, je vous embête, c'est qu'il reste 5 minutes si on veut tenir notre horaire. Oui, oui, ah, ben, c'est Et justement ça. peut-être que des personnes auraient des Ouais. questions à poser. Ben, je présente très rapidement les modalités. En plus, comme ça, vous les avez sous les yeux. Donc, je reviendrai pas sur le contenu qui a déjà été assez présenté. Et de toute façon, si ça vous intéresse, de toute façon, on pourra prendre le temps individuellement pour vous parler un petit peu plus du contenu. Mais très grosso modo, ce parcours, donc la deuxième édition démarrera en juillet 2023. Et l'idée, c'est d'accompagner 10 dirigeants et dirigeantes. On insiste bien sur le fait que c'est les dirigeants et dirigeantes, puisqu'on intervient vraiment au niveau stratégique de l'entreprise ou de la structure, avec 15 sessions collectives où on démarrera d'abord par 2 jours d'introduction en présentiel, puis ensuite une session par mois qui alternera entre des formats en présentiel et en visio, avec également des entretiens individuels menés par les deux animateurs du parcours, que sont Olivier et Paul Boulanger de Picaya, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment vous accompagner pendant 1 an sur cette trajectoire-là. Et on identifie des entreprises, voilà, de l'économie conventionnelle comme de l'ESS, comme je le disais tout à l'heure, idéalement de plus de 5 ans et ou de plus de 10 salariés. Et comme vous le voyez, avec un coût de la formation total de 10 000 euros, dont 50 à 70% sont pris en charge par la région ou l'ADEME, et avec un reste à charge qui est au cas par cas potentiellement finançable par une demande d'OPCO. Donc voilà, donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans le temps qui nous reste. Et voilà, dans tous les cas, vous avez nos contacts, mais on a encore le temps de répondre à quelques questions si vous voulez. Bon, tout a l'air clair. Ça veut dire que c'était clair, ouais. Ou alors on a tous Voilà. très faim. Ouais. Oui, bonjour. 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 Une explication de l'association RL, qui est une structure assez proche de ce que fait Marie-Pierre Arrieta, qui est basée en Corrèze. Oui. Et je dois vous avouer que le témoignage de Marie-Pierre a fait, enfin, tout ce que vous dites, Marie-Pierre, on le vit depuis 40 ans au sein de l'association. Je me posais une question très concrète. Quelles sont les modalités pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que, voilà, comment est-ce qu'il y a une candidature, ce genre de choses? On commence quand vous avez une manifestation d'intérêt pour le parcours, on vous propose d'abord de faire un petit temps de rencontre avec vous en visio pour comprendre où sont les choses qui vous ont donné envie de vous inscrire. Parce que le but, c'est de valider que ça va vous être utile. Et c'est pour ça qu'on fait généralement ce temps en visio avec vous et avec l'un des 2 intervenants du parcours. Okay. Un petit temps individuel. Et après, c'est très simple, c'est un formulaire, mais ultra simple à remplir. Okay. Vraiment. Et je précise que les journées en présentiel sont très principalement à Bordeaux, parfois délocalisées dans les entreprises du parcours selon les possibilités, mais voilà. Y a-t-il d'autres questions sur le fond ou sur la forme? Ok, bon, bah, c'est que Bon, très bien. les choses ont été dites. Vous allez recevoir tous ceux qui étaient là, participants, vont recevoir le document et aussi la possibilité de visualiser le replay de cette intervention. Et Ouais. vraiment, n'hésitez pas, c'est sans aucun engagement de votre part. Si vous avez des questions, des choses qui vous turlupinent, vous vous dites ça me parle vraiment beaucoup, ou alors au contraire, je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu faire ce webinaire. En fait, ça ne me parle pas du tout et ça me dérange que ça ne me parle pas. Je ne comprends pas ce à côté de quoi je suis passée. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, ne serait-ce que juste pour prendre une information. Oui, Ça sera oui, déjà oui. beaucoup.
Et voilà. Et d'ailleurs, justement, il est possible que le format du parcours ne puisse pas convenir pour des questions de date, pour des questions de timing, et donc on précise aussi qu'on a potentiellement aussi d'autres modalités Bien sûr. d'accompagnement qu'on développe de plus en plus, puisque l'EFC est un sujet qui est amené à se développer de plus en plus en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci beaucoup Olivier et Marie-Pierre pour vos interventions. Et voilà, donc comme disait Aline, je vais vous envoyer tout ça et on reste en contact pour ceux qui veulent. Et surtout, on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, du coup. Oui, et un super week-end. Voilà. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci Au revoir. Marie-Pierre. Merci Au Olivier, revoir. merci Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. À très vite. À très vite. Merci, au revoir.